Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Ils ont perdu leur finale, mais ils peuvent voir la vie en rose. Richard Gasquet et Benoît Paire que nous allons avoir au téléphone dans quelques instants, n'ont finalement pas conquis le titre à Estoril et à Belgrade ce dimanche, mais leur saison sur terre battue est bel et bien lancée. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur le circuit et l'on évoquera aussi les premiers coups de raquette donnés sur la terre battue bleue du Masters 1000 de Madrid. Une terre battue de couleur bleue. Innovation ou hérésie? On va en débattre. Pour m'accompagner cette semaine, un capitaine en pleine forme, de retour de vacances. Salut Jean-Paul. Entre deux swings, as-tu pu suivre quand même l'actualité tennis ? Je l'ai suivi non pas entre deux swings, mais le soir, après de nombreux excellents swings. Donc j'ai regardé un peu ce qui se passait et je trouvais que le parcours de Richard méritait d'être suivi. Et puis j'ai appris aussi un peu plus tard que Benoît Paire se frayait un passage. J'ai été content et un peu surpris parce qu'il me réserve bien des surprises, ce jeune homme-là. La belle semaine de Benoît Paire à Belgrade, justement, l'a mis en joie. C'est Julien Pichenet. Ça va, Bonjour, Julien? ça va très bien. Ton image de la semaine? Moi, c'est plutôt la déclaration de Nadal après avoir écrasé tout le monde à Barcelone, comme il l'avait fait à Monte-Carlo. Je commence à bien sentir mon jeu sur terre, a dit Nadal après. Alors, si c'est de l'humour, c'est formidable. Si c'est pas de l'humour, il faudra qu'on se réunisse un jour tous et qu'on parle un peu des déclarations de Nadal qui sont un peu étonnantes parfois. Cela dit, sa finale à Barcelone contre David Ferrer a quand même été serrée. Voilà, mais il gagne encore, comme d'habitude. Attention, je sors le cirage et la brosse à reluire. Sa plume enchante les lecteurs de l'équipe magazine. Son sens de l'humour et son ironie font le bonheur de tous ceux qui le suivent sur Twitter. Mesdames, messieurs, roulement de tambour, Stéphane Koller est avec nous. Merci de cette première visite, Merci Stéphane. à vous, bonjour. Une image qui t'a marqué ces jours derniers. Mais c'est le bleu de la terre battue à Madrid qui fait énormément polémique. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je pense qu'on va en reparler. Radio Tennis Play. La semaine passée, le circuit masculin nous proposait 3 tournois ATP 250. Philippe Kohlschreiber s'est imposé à Munich face à Marin Cilic en finale dans un tournoi où Joe-Wilfried Tsonga était tête de série numéro 1. Mais Joe s'est incliné d'entrée contre Tomias. La bonne surprise est venue de Benoît Paire, 96e mondial, qui a réalisé un parcours solide pour se qualifier pour sa première finale sur le circuit. Et même s'il a été battu en finale par l'Italien Andreas Seppi, c'est évidemment une sacrée performance pour Benoît. Dans le même temps, Richard Gasquet, de façon plus logique on va dire, a atteint la finale à Estoril, où il s'est incliné face à Juan Martín del Potro. Commençons avec Benoît Paire. On peut rappeler ce qu'il a accompli cette semaine. Il a battu Fognini, Garcia Lopez, Nieminen, Andujar. Ces 3 derniers matchs ont été joués en 3-7. C'est donc quand même pas mal. Et c'est surtout face à des joueurs qui étaient tous classés devant lui. Je crois que nous avons Benoît en ligne. Benoît, nous reçois-tu? Oui, je vous reçois. Oui, bonjour Benoît, et surtout, bon Bonjour anniversaire, car tu Merci as beaucoup. 23 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça, donc merci beaucoup et bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, autour de la table, tu l'as entendu, Jean-Paul Lotte, Julien Pichenet et Stéphane Koller. On va te cuisiner pendant quelques instants. Alors, tu es rentré à Avignon ou tu es encore à Paris? Là, je suis resté à Paris un jour et puis je vais rentrer ce soir, voir ma famille un petit peu et passer du temps avec eux pour mon anniversaire. Bon, avant de parler des bonnes choses, on va évacuer les mauvaises, et notamment parler de cette finale face à Andreas Seppi. Est-ce que vraiment t'étais cuit physiquement et mentalement avant d'aborder ce match, et c'est ce qui peut expliquer un petit peu le scénario? Disons que c'est vrai que j'étais fatigué, c'est vrai que j'ai eu des matchs difficiles avant, même nerveusement c'était dur parce que j'ai gagné à chaque fois en 3-7. Et même au deuxième tour sur Garcia Lopez, j'étais 1-7, 5-4 service Lopez. Donc voilà, c'était pas facile, je me suis accroché. Et c'est vrai qu'une finale, c'est jamais simple. Donc voilà, physiquement, j'étais un petit peu entamé. C'est surtout mentalement que c'était aussi très dur.
Bon, alors on va passer aux bonnes choses, hein. On oublie la finale et toutes ces victoires obtenues à la bagarre. C'est pas mal, c'est vraiment, je veux pas dire que c'est une nouveauté pour toi, mais c'est comme tu as souvent du mal à rester un petit peu dans tes matchs. Là, tu as enchaîné 3 matchs en 3-7. Tu l'as dit, contre Garcia Lopez, il a même servi pour le match. Comment tu expliques ce petit déclic, si tant est qu'il y a eu un déclic? Disons que voilà, j'étais venu sur ce tournoi en me disant fais les efforts. J'étais venu avec mon frère cette semaine-là, donc. Oui, parce que Lionel Zimbler, ton coach, était en vacances cette semaine. Donc du coup, mon frère était venu et je me suis dit fais les efforts, fais tout ce qu'il faut pour. Et déjà au niveau du comportement, rester concentré tout un match et essayer de se battre jusqu'au bout. C'est vrai que depuis petit, j'ai du mal à rester concentré et à m'accrocher. T'as jamais été petit. Quand j'étais un peu plus petit. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait 3 gros matchs contre Garcia Lopez, Fognini, Nieminen et aussi Andujar. Mais c'est vrai que voilà, je suis déjà très content d'avoir battu ces joueurs-là et pour moi, ça me fait vraiment du bien dans la tête et je me dis voilà que j'ai le niveau pour battre des joueurs de ce niveau-là. Voilà, donc Roland Garros s'approche et c'est vrai que je suis très satisfait de ma semaine et très content. Alors moi, si je dois retenir une séquence de ta semaine, j'ai pas vu tous tes matchs, j'en ai vu des bouts, mais j'ai vu notamment la fin du match contre Andujar, où quand tu sers pour le match, tu te retrouves à 0-30. Et là, je me suis dit, oh là là là, ça va mal tourner. Et là, derrière, tu as aligné vraiment, mais alors, 4 coups gagnants. Vraiment, tu as libéré ton bras, tu as bien servi, tu as accéléré à la fois en coup droit. Je crois qu'il y a des coups droits gagnants et des revers gagnants. Et là, j'ai dit vraiment, il est en train de peut-être vraiment de franchir un palier parce que tu as vraiment retrouvé le relâchement nécessaire pour remporter ce jeu et donc le match. C'est vrai que voilà, ce jeu-là était très important. Et à 5-3, c'est vrai que je loupe 2 coups droits d'attaque à 0-30. Et je pense que l'année dernière, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas réessayé un coup droit d'attaque juste après. Et voilà, là, la balle d'après qui arrive, j'ai un coup droit facile et puis je fais un coup droit gagnant. Donc, je me pose un peu moins de questions. J'ai plus confiance en mon coup droit, en mes coups. Donc, du coup, voilà, c'est dans les moments importants, ça paye. Et c'est ce qui s'est passé aussi contre Garcia Lopez, puisque je suis quand même au 3e, il y a 5-4 pour moi, 0-40 sur son service, 3 balles de match. Et là, il revient à 5 partout. Ouais. Et je pense que les autres années, c'est pareil, j'aurais craqué. Et là, je me suis dit, allez, on a égalité, il faut repartir. Et voilà, ça a payé cette semaine, donc je suis très content. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, on a dans le studio peut-être ton fan numéro 1, c'est Julien Pichenet. Non, mais moi, je suis ravi. Je suis ravi. J'ai envie de revenir, comme quand j'étais gosse, à faire un petit cahier avec tous les résultats de Benoît Paire et de le mettre sur ma table de nuit, tellement ce joueur m'enthousiasme. Il est en train de gagner une notoriété auprès du grand public, et ça, c'est extraordinaire. Il faut quand même rappeler qu'il a battu 4 joueurs, 4 spécialistes de terre à Belgrade, donc c'est super. J'adore son jeu, et je ne suis pas le seul. Il est capable de sublimer un match moyen. Parlons un peu du jeu de Benoît pour ceux qui ne le connaissent pas. L'année dernière à Roland Garros sur le court 7, premier tour contre Anescu, le match n'est pas un chef-d'œuvre, mais il y avait énormément de monde autour de ce court 7. Il y avait une ambiance formidable. Il y a une tambouille Benoît Paire qu'on ne retrouve pas forcément chez beaucoup de joueurs du top 100. Si on évacue les joueurs du top 10, il y a combien d'artistes un peu romantiques comme ça sur les bords comme lui? Il y a Gulbis, il y a Stepanek, il y a Dolgopolov, il y a peut-être Florian Meyer, et il y a Benoît Paire. Ils sont 5 ou 6. C'est un joueur précieux. J'adore. Il fait ce qu'il a envie de faire sans se poser de questions. Peut-être, je sais pas, c'est de mon point de vue, mais je vais lui demander. Déjà, comment tu qualifierais, toi, Benoît, en quelques mots, ton jeu si particulier, si spectaculaire? Bon, déjà, merci beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, mon jeu est... Disons que j'essaie de prendre du plaisir et de vraiment m'amuser sur le terrain tout en voilà, en étant sérieux pour arriver à gagner les matchs. Et c'est vrai qu'avant, j'avais un petit peu de mal, et là, maintenant, j'essaie de me canaliser un peu plus pour pouvoir franchir une étape et gagner les matchs. Et voilà, mon jeu, c'est plutôt un bon service avec un bon revers. Et après, voilà, les variations de rythme et changer voilà, essayer de faire un peu dégoupiller l'autre. C'est ce que j'aime bien. Un toucher de balle extraordinaire. Ouais, je fais quelques amortis. Quelques amortis. Tu peux faire des campagnes d'amortis à rallonge, Benoît. Justement, tu parlais de ton coup droit tout à l'heure, qui était un petit peu ton point faible. Moi, sur ce que j'ai vu cette semaine à Belgrade, c'était quand même vraiment mieux. Est-ce que tu as vraiment travaillé dessus particulièrement? Je travaille dessus depuis que je suis vraiment tout petit, et c'est vrai que ça a toujours été mon point faible. Il était bon, franchement, depuis déjà plusieurs années, il est pas mauvais, mais j'avais pas confiance en fait en match. Et à l'entraînement, c'est vrai que j'arrive bien à le faire, mais après, dès qu'il y a un peu de pression et dès que c'est un peu tendu,
mon bras se libère plus et voilà, les coups droits, c'était là qu'était mon point faible. Et depuis cette année, j'essaie de me relâcher et même dans les moments importants, au lieu de me retenir, essayer d'y aller encore plus. Je me dis qu'à l'entraînement j'arrive, pourquoi j'y arriverai pas en match. Et avec mon entraîneur, on a beaucoup travaillé là-dessus et ça paye pour l'instant. Donc c'est vrai qu'il y a encore du boulot, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il faut quand même préciser que tu étais un des rares joueurs qui était capable de tourner son coup droit pour prendre la balle en revers, ce qui est quand même assez étonnant. Jean-Paul. Tout ce que j'entends me ravit totalement. Je crois qu'il a parfaitement compris ce qu'était son tennis, Benoît, parce que on pourrait l'entendre dire au public, pour l'instant, vous n'avez rien compris à mon jeu. Un illustre prédécesseur l'avait fait à Roland-Garros, donc il n'a pas besoin de le dire pour qu'éventuellement les gens s'y fassent. Mais effectivement, pour l'instant, il joue un tennis qui est totalement basé sur de l'improvisation par moment, sur de l'exploitation du terrain par d'autres d'une manière intelligente, ensuite des changements de rythme pour faire dégoupiller l'adversaire. Il a essayé en finale ces nombreuses amorties, ça n'a pas suffi. Bon, voilà. Je crois que l'important pour lui maintenant, c'est de canaliser tout cela sur des efforts au moment où ils sont nécessaires plus qu'à d'autres, parce que c'est là que ça se joue le tennis, au plus haut niveau, et puis faire en sorte que sa fantaisie ne le quitte pas, mais que cette fantaisie-là lui permette tout de même, au moment les plus importants, de ne pas aller au-delà. Je veux dire par là que quand il est à l'intérieur du court, sur la ligne de service, et qu'il peut aligner un coup droit ou un revers, même si sa confiance sur son coup droit n'est pas encore celle qu'il a du côté revers, qu'il ne fasse pas l'amorti, parce que c'est le coup le moins intéressant à faire, quoi. Voilà, c'est là-dessus qu'il fera des progrès, et très rapidement, mais surtout, qu'on arrête de le critiquer sur la fantaisie qu'il met dans son jeu, parce que c'est nécessaire à son jeu. Il est impossible de s'ennuyer à un match de Benoît Paire. Et je te dis ça, Benoît, pas parce que c'est ton anniversaire, parce que je le pense vraiment, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Et c'est quand même formidable quand on est spectateur et qu'on est suspendu à la balle. On ne sait pas ce qui va lui arriver à la balle. Mais je pense que parfois, Benoît, toi-même, tu ne sais pas ce qui va se passer vraiment juste avant de frapper la balle. C'est ça ta créativité, finalement. Non, mais c'est vrai que c'est même pour mon adversaire, du coup, c'est pas facile pour lui, parce que autant un point, je vais jouer en étant plutôt 2 mètres derrière ma ligne et en remettant la balle. Et autant le point d'après, je vais tenter de l'agresser en faisant un retour volé. Donc c'est vrai que pour lui, c'est pas facile, quoi. Ah non, c'est sûr. Moi, j'avais été étonné de la, on va dire, résistance mentale de Guillermo Garcia Lopez, parce que vraiment, il était incroyable. Tu lui as tout fait, quoi. Tout fait. Et le type restait de marbre. Vraiment, chapeau bas à Guillermo Garcia Lopez. Justement, Benoît, on parle beaucoup de ton style fantaisiste. De quel joueur tu t'es inspiré quand tu étais gamin ? Est-ce qu'il y a vraiment des types qui t'ont plu ? J'aimais vraiment beaucoup Marat Safin. C'est vrai que... Il y a quelque chose dans le revers qui te... Il y a pire comme exemple en revers. Landling notamment. Non, Marat Safin, c'est vrai que m'a beaucoup... Enfin, j'aimais bien son jeu, j'aimais bien... Après, c'est vrai qu'il avait une attitude parfois limite, mais... Voilà, moi ça me plaisait, il y avait tout le temps du spectacle aussi quand on regardait ses matchs. Et c'est ça qui fait plaisir aussi à regarder quand on joue au tennis. C'est toujours bien de faire un peu de spectacle, je pense. Est-ce que tu as déjà vu des images aussi de Jérôme Potier qui t'a entraîné il y a quelques années, qui était un petit peu comme toi, un petit peu zinzin, excuse-moi d'employer le mot zinzin, c'est un mot très, très gentil, je trouve, zinzin, mais tu as un côté un petit peu zinzin qu'avait Jérôme Potier. J'ai jamais vu des images de lui en train de jouer, c'est vrai que j'ai jamais vu jouer. Un mélange de Jérôme Potier, d'Henri Lecomte et de Fabrice Santoro. La comparaison est bonne, sauf que Jérôme était gaucher, comme tu le sais, et gaucher, mais il y avait de cela. J'en ai vu un autre quand même, qui un jour, lors d'une finale de Boston, en double contre Stan Smith et Bobby Lutz, tu dois avoir entendu parler de ça, quand même, sur une balle de match, ça tu ne le fais pas. Essayer de gagner la volée en pointant le cadre de la raquette vers la balle pour toucher la balle avec le bois pour faire le point. Évidemment, ça lui est passé un peu à côté, mais en fait, c'est la balle de match. Hein. Il a essayé, il a loupé. Mais... Il s'agit de Chanfrot. Ah bah oui, un autre zinzin merveilleux dans l'histoire du tennis français, Jean-Baptiste
Chanfro, est-ce que cette semaine t'a aidé à peut-être à prendre conscience de tes moyens et du fait que voilà, tu l'entends depuis très très jeune, que tu as beaucoup de talent et que ton potentiel est énorme, mais est-ce que ce tournoi t'a aidé peut-être à prendre vraiment conscience de ça et que tu peux dans les mois à venir sans doute faire partie des 50 meilleurs joueurs du monde et sans doute même plus haut? Est-ce que tu avais besoin vraiment d'un déclencheur? Disons que c'est sûr que je pense que ça va vraiment m'aider. Et déjà en battant 12 joueurs sur terre battue, c'est vrai qu'en faisant un gros match, ça m'a vraiment donné confiance. Et pour la suite, oui, top 50, déjà là voilà, je suis 67 aujourd'hui, je suis content et je vais essayer de monter le plus possible, mais me fixer d'objectifs au classement. C'est vrai que je l'ai jamais fait et je pense que je vais pas le faire, mais si je peux être dans le top 50, je vais tout faire pour. Et voilà, c'est pour les tournois à venir, je pense que c'est bien, j'ai vraiment envie de jouer. Ça m'a donné envie, ça m'a donné confiance, donc je pense que pour la suite c'est que du bonus et voilà, il faut en profiter et essayer d'arriver à jouer tous les tournois comme ça. Et parce que c'est vrai qu'à chaque fois je faisais un bon résultat, après j'avais un petit passage où j'étais beaucoup moins bien. Et là, vu que je le sais, je vais essayer vraiment de me préparer pour être à fond sur les prochains tournois et tout donner, quoi. Benoît, il y a une certaine attente en France concernant le haut niveau masculin, parce que là on a une génération exceptionnelle, Tsonga, Gasquet, mon fils Simon, et puis derrière il y a quand même un creux, et là vous arrivez, toi, Ruffin aussi, Olivetti, on espère le voir arriver. Tu sens une attente à la fois du grand public, des gens que tu croises, des gens à la Fédé, qu'on attend que vous franchissiez la marche entre le top 80, top 100, et puis on l'espère pour vous, top 20, top 30. Oui, forcément, je pense qu'il y a une attente, mais après c'est vrai que même les tout meilleurs sont encore jeunes. Je veux dire, les meilleurs français, c'est vrai que Richard est pas très vieux, Joe est encore jeune. Je veux dire, ils ont encore des belles années devant eux. Mais après, c'est vrai que pour la relève, il y avait Manarino qui a fait une très belle saison l'année dernière et qui s'est blessé, donc du coup est descendu un peu au classement, mais il a quand même été dans le top 50. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une attente et qu'on est poussé, et en même temps ça nous fait du bien puisque voilà, on est un petit peu la relève du tennis français, donc il faut qu'on rattrape les autres et qu'on essaie de s'intégrer à leur groupe. C'est vrai que Joe et Gilles, Richard, Gaël sont tous dans le top 20. Donc on a quand même une génération incroyable et c'est vrai qu'on va essayer de les rattraper, mais c'est pas facile. Julien. Oui, il faut préciser que tu as 23 ans aujourd'hui, on le disait, que tu es le Français le plus jeune du top 100. Comment tu abordes, Roland Garros commence dans 2 semaines et demie, comment tu abordes ce tournoi que tu as déjà joué 2 fois, tu avais perdu au premier tour en 2010 contre Rocus sur le 1, l'année dernière sur le 7 contre Anescu. Cette année tu pourrais peut-être jouer... Mais tu le disais, il se passe toujours quelque chose dans les matchs de Benoît Paire. Ah, toujours. Rocus, il y avait eu pas mal d'amortis. C'est 2 artistes face à face, tiens, j'aurais pu le citer dans les artistes aussi. Rocus, cette année tu vas arriver plus confiant que les 2 dernières années. Sans doute, il est possible que tu joues sur le central ou l'Anglaine au premier ou au deuxième tour, on ne sait pas encore. Est-ce que ça t'excite par avance, ça, de savoir que ça approche, qu'il y aura peut-être des grands moments? Ouais, c'est vrai que là, je suis vraiment excité par Roland Garros. L'année dernière, j'avais eu une wildcard, donc c'est différent. Là, cette année, je rentre directement dans le tableau. Je viens de faire un bon résultat avant. Après, c'est sûr que je suis pas tête de série, rien du tout, donc je peux jouer un Nadal, un Djokovic, un Federer, un Murray au premier tour. Tant pis pour eux, c'est un bonheur. Ce que je veux dire, c'est que c'est jamais simple de jouer ces joueurs-là en Grand Chelem, donc après ça va dépendre du tirage, mais je pense que je vais avoir un bon coup à faire à Roland et j'espère que je vais en profiter parce que c'est quand même le tournoi de l'année le plus important. En plus, pour moi qui préfère la terre battue, c'est l'événement de l'année, donc je m'y prépare et en tout cas j'espère que je vais faire un bon Roland Garros, c'est mon objectif, quoi. Il y a une chose qui s'est modifiée tout de même, c'est que dans les 128 du tableau, ils vont tous t'attendre. On n'a pas un qui va jouer contre toi en se disant tiens, j'ai un tour facile. C'est vrai, on me l'avait dit. Moi, c'est vrai que je m'entends très bien avec Stan Wawrinka, qui me disait que personne n'aime me jouer et même avant cette finale, c'est vrai que les joueurs me redoutent toujours un peu parce qu'ils savent jamais ce qui va se passer. Et c'est vrai que maintenant, en plus, j'ai fait une finale, donc ils se disent oula, peut-être qu'il a progressé. Et parce que dans la tête, c'était jamais simple et à tout moment, je pouvais, m'énerver un peu, lâcher des moments, des points importants. Mais maintenant, je pense que j'ai mûri un peu et j'espère en tout cas que je vais faire un bon Roland Garros et en tout cas, je me prépare pour ça. Quand on arrive dans les 5-6 meilleurs joueurs français, évidemment, on doit commencer peut-être un petit peu à penser à la Coupe Davis, parce que tu deviens sélectionnable de fait. Est-ce que c'est une idée qui t'excite beaucoup? Est-ce que, gamin, quand tu jouais dans ton Vaucluse et ta Provence natale, les matchs par équipe, c'était quelque chose qui te plaisait beaucoup? Ouais, j'adorais les matchs par équipe.
Et j'adore aussi les matchs par équipe, les interclubs, parce que justement, en plus, je suis champion de France avec Bordeaux et je joue avec Mika Liodra et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, les matchs par équipe. Et forcément, surtout avec Mika, c'est un autre artiste, lui. Avec Mika, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai que la Coupe Davis, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et si un jour je peux être sélectionné, ça serait voilà, un rêve qui se réaliserait. Mais il y a encore du temps parce que voilà, devant, il y a quand même des très très bons joueurs français et je suis très content pour eux. Et même si cette année, ils ont perdu contre les États-Unis, je suis sûr que dans les années à venir, ils vont la remporter. Et si je peux pas faire partie de l'équipe, ça me ferait très très plaisir en tout cas. Très bien. Benoît, on va te remercier. On va te souhaiter plein de succès dans tes tournois à venir, à savoir le Challenger de Bordeaux, je crois, la semaine prochaine. Tu joues à Nice aussi. Nice, puis, donc Bordeaux, Nice, Roland-Garros. Et puis donc Roland-Garros. Benoît, merci beaucoup de ces quelques minutes. Bravo encore pour cette semaine en Serbie et à très bientôt. Bonne chance, merci, grand. et puis à Roland-Garros. Et encore bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Radio Tennis Play. Passons à Richard Gasquet, qui s'est aussi hissé en finale pour son tournoi de reprise après son pépin à la cheville. Finale à Estoril, donc c'est pas mal aussi. Il lui avait fallu près de 3 heures pour battre son copain Albert Ramos. C'est un peu devenu un gimmick de notre émission. Donc il a de nouveau croisé l'Espagnol Albert Ramos. Il l'a emporté 7-5 au 3e set. Donc il était un petit peu cuit lui aussi pour sa finale contre Juan Martín del Potro. Et donc Richard Gasquet s'est incliné. Gasquet qui joue gros quand même. Dans les semaines à venir, il a les points de sa demi-finale à Rome à défendre, les points de son 8e de finale à Roland-Garros. Donc il va devoir bien jouer sur terre battue. Stéphane, tu viens de le rencontrer assez longuement pour l'équipe Magazine. C'était l'équipe Magazine qui est parue la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il s'est autant livré que tu l'espérais? Moi, je ne l'avais jamais rencontré hors compétition. Si, je lui avais fait des confs de presse après des matchs à Roland notamment. Donc voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était rebalayer un peu sa carrière, qui est quand même déjà incroyablement longue, de la une de Tennis Mag, riche en haut et en bas. Et donc, on a eu l'idée de lui faire tirer au sort en fait des moments forts de sa vie. J'avais un petit peu peur qu'il commence par tirer au sort que des questions liées à sa mésaventure contrôle positif à la cocaïne à Miami. Là, je pense que ça aurait été un petit peu tendu. Mais finalement, bon, ça s'est bien passé. Et il était comme toujours attachant, je pense assez sincère, parfois de mauvaise foi aussi concernant notamment la vision qu'il a des médias, lucide également. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Il est comme l'a bien dit aussi l'autre jour Guy Forget dans l'équipe là quand il y avait un petit papier sur lui. C'est un gars qui a toujours l'impression de déranger en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il donne pas, il n'a pas totalement confiance en lui, ça c'est sûr, alors qu'il a quand même pas à rougir loin de là de son parcours, mais il a toujours cette étiquette de talent, de surdoué, et certains penseront ad vitam aeternam qu'il n'en fait pas assez, alors que lui trouve que c'est déjà très bien d'avoir été numéro 7, d'être dans le top 20 régulièrement. Ah bah ça, si on prend le palmarès de Richard Gasquet, effectivement, il a fait partie des 10 meilleurs mondiaux, pardon. Il a joué une demi-finale en Grand Chelem. Il a gagné sur 4 surfaces différentes. Il a gagné sur 4 surfaces différentes. Il a gagné 6 ou 7 titres. Enfin, bon, voilà, c'est déjà un palmarès... 10 ans de carrière, déjà. Un palmarès riche que bien des joueurs aimeraient avoir. Jean-Paul. Oui, je partage tout à fait sa vie, mais je ne peux pas m'empêcher, malgré tout, de repenser à sa finale récente contre Del Potro. Et je ne sais pas si on se trompe sur l'affaire ou si c'est la réalité. On a le sentiment qu'après avoir perdu son service au premier jeu du match, il a perdu le match. Ouais, ça s'est mal emmanché dans les 2 sets parce qu'à chaque fois, il a été breaké d'entrée. Et ce sentiment-là, il faut qu'il arrive à le faire dissiper. Alors, je ne sais pas si ça l'atteint lui, c'est autre chose. Peut-être que ça ne l'affecte pas du tout. Mais en tous les cas, pour qu'on arrête de discuter, de divaguer sur son cas, sur son sort, sur sa manière d'être, de faire, il faut qu'il trouve un moyen de donner le change pour dire, bon, j'ai perdu mon service ou j'ai perdu une balle de 7 ou que sais-je. Je suis là, quoi. Je suis là pour gagner. Je vais essayer de gagner. Je vais probablement gagner. Alors qu'il donne
curieusement l'impression de n'être plus là, de n'être plus vraiment concerné par le match. Et ça, il faut qu'il l'efface. Et je pense que quand il aura réussi à le faire, on arrêtera de faire des plans sur la comète à son sujet. On laissera vivre sa vie, quoi. Voilà, tennistique en tous les cas. Je trouve que l'un de ses défauts aussi, c'est d'avoir presque trop de respect pour les joueurs qui sont classés devant lui. Quand il en parle, alors je ne sais pas si c'est aussi une méthode Coué, de se dire, bon, voilà, ils sont mieux classés que moi, ils sont très forts, etc. Mais on a le sentiment qu'il n'arrive pas à se dire, mais oui, je joue mieux au tennis que ces gars-là. Je suis aussi fort, il n'y a aucun problème, et je peux les battre. Alors évidemment, il les bat de temps en temps, une fois, ça arrive, mais on n'a pas le sentiment qu'il a réussi à s'installer, on va dire, psychologiquement, parmi les meilleurs. Et que c'était presque finalement une anomalie pour lui de s'être retrouvé si haut. Je trouve ça un petit peu étrange. Ouais, avec la fameuse petite phrase à la fin, à l'issue de chacune de ses défaites contre des joueurs mieux classés que lui. Ah bah oui, mais c'est quand même Djokovic. Ah bah oui, mais c'est quand même Nadal. Donc effectivement, mais c'est un problème qui est partagé par beaucoup de joueurs, ça, le respect pour les mieux classés. Ouais, mais je trouve que c'est relativement récurrent chez lui. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul, c'est vrai que sur le court, il a du mal à masquer ses émotions. On voit tout de suite quand il est dedans, tout de suite quand il divague un peu. Il faut bien dire quand même, parce que c'est pas non plus le joueur le plus expressif qui soit. Ah, moi je trouve quand même dans sa démarche, dans ses attitudes corporelles, je trouve qu'on voit beaucoup plus, par exemple, comment il se sent qu'un Simon, par exemple. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah oui. Mais voilà, mais il faut quand même voir aussi d'où il revient. 2009, la suspension, il m'a quand même dit... Je lui pose la question, tu es donc allé dans un journal de 20 heures te défendre dans cette affaire, et là il répond, mais moi je voulais pas y aller, je voulais rester dans un bunker. Et donc le gars quand même habitué normalement à évoluer en public, à parler, etc., devant des arènes de 10 000 personnes, et ce contraste entre son métier et visiblement ce qu'il aime par-dessus tout, c'est être tranquille, peinard avec ses potes, je sais pas, le paradoxe est toujours assez intriguant même après 10 ans de carrière, quoi. En tout cas, si vous avez l'occasion, peut-être à Roland-Garros aussi, ou d'autres tournois, allez voir Richard Gasquet jouer à l'entraînement. Quand il est vraiment détendu, sans aucune pression, et qui prend un plaisir infini à jouer, parce que moi, c'est ça pour l'avoir côtoyé un petit peu, c'est ça ce qui m'a vraiment marqué, il aime le tennis, mais vraiment profondément, et vraiment, c'est sur un cours de tennis qu'il est le plus heureux. Et alors, quand en plus, il n'a pas la pression d'un match et qu'il joue, comme ça, complètement relâché, ça peut être absolument splendide. Vraiment, mais quel talent merveilleux. Même en coup droit. Même en coup droit, oui. Et parfois, j'ai envie de dire, surtout en coup droit, d'ailleurs. Ça peut être absolument incroyable. Jean-Paul. Oui, mais c'est le problème que le tennis et d'autres sports, d'ailleurs, posent aux gens qui ont apparemment les qualités pour être les meilleurs, le talent pour être les meilleurs. Gasquet fait partie de cela. Il est capable de tout faire sur le terrain, à l'entraînement en particulier, mais quand arrive le match, il y a des moments où lui doit penser, obligatoirement, qu'il n'est plus capable de tout faire. Et à ce moment-là, il fait des choses qui ne correspondent pas au plus haut niveau. Et pour gagner parmi les meilleurs. Et là, il perd des matchs qu'on voudrait qu'il gagne, etc. Mais il n'est pas tout seul dans ce cas. Ils sont nombreux. On peut peut-être, pour en terminer avec Estoril, glisser un petit mot sur Juan Martín del Potro, donc, qui a gagné. C'est son 2e titre cette année. Premier tournoi sur terre battue. Le trophée à la fin de la semaine. Il est évident que Juan Martín del Potro va être un des épouvantails de Roland-Garros. Et si on se projette un petit peu dans les semaines à venir, effectivement, là, il va être à Roland-Garros, tête de série 8-9, et il faudra surveiller très près le tirage au sort, sauf s'il fait un gros truc à Madrid et à Rome. Mais s'il est tête de série 7-8-9, il pourrait rencontrer un des gars du Big Four en quart de finale à Roland-Garros, et là, le tirage au sort va avoir une importance extrême, encore plus que les autres années. Il y aura déjà savoir où se trouvent les 4 par rapport aux autres membres du Big Four, mais Del Potro, à Roland-Garros, ça peut être quelque chose de terrible. On se souvient qu'il a failli battre Federer en 2009. C'est le challenger du tournoi, à mon avis. Parce qu'on pourrait le mettre dans le Big Four à la place de Murray, pour ce qui est de Roland-Garros, à mon avis. Sur terre battue, peut-être. Ouais. Mais bon, s'il joue contre un Djokovic ou un Nadal en quart... Il n'aurait pas eu cet accident-là. Et, à mon avis, il y est dans le Big Four, et peut-être pas à la 4e place. Il est peut-être à C'est vrai que sa 3e quinzaine ou à la seconde. à l'US Open reste quand même mémorable. C'était une sorte de tennis jamais vu. Etc. Et là, il a eu la bonne idée de se reposer, de faire l'impasse sur Monte-Carlo. Il arrive un peu frais. Je trouve que c'est un exceptionnel joueur. Il a eu un mot assez sympathique et très vrai en disant « Je fais partie des grands qui savent se déplacer vite
tout en frappant très fort. Et ça, ce n'est pas une nouveauté dans le tennis, mais c'est quand même assez nouveau dans la mesure, on en a plusieurs maintenant, des comme ça. C'est le joueur le plus grand à avoir remporté un titre du Grand Chelem. Et il a une technique absolument magnifique, superbe. Il est capable de prendre la balle très tôt, il est capable de jouer à l'échange, il peut servir. Non, je trouve que c'est un des prétendants, des challengers à la victoire à Roland-Garros. S'il y en a un qui peut bousculer parmi 2 ou 3 autres le quatuor, c'est bien lui. Hein. Plus qu'un Isner, par exemple, sur 2 semaines. Sur 2 semaines, sur une longueur de Grand Chelem, des matchs en 5-7. Qui peut peut-être battre Isner, un des 4 meilleurs, s'il le rencontre au passage, que peut-être Del Potro ne la fera pas, mais si c'est pour parler de victoire possible, c'est celui-là que je mettrai en premier sur les suivants des 4. Et puis il a une gueule extraordinaire à faire du cinéma, Del Potro, quand même. On n'en parle jamais, mais c'est pas rien. Non ? Si. Non, c'est pas parce que vous êtes grand, Julien. Allez, on va en terminer avec cette première partie et on va passer à notre dossier consacré à cette terre battue qui fait tant parler, cette terre bleue comme le ciel de Madrid. Radio Tennis Play. Dimanche a été donné donc le coup d'envoi du 2e Masters 1000 de la saison sur terre battue. Une terre battue devenue sujet de polémique puisque, vous le savez, elle est de couleur bleue. Dans les faits, cette terre battue a exactement les mêmes propriétés qu'une terre battue rouge, évidemment. Seul change sa pigmentation. Pour autant, ça fait un pataquès du tonnerre. Alors, Jean-Paul, est-ce que vous trouvez que c'est une belle idée, une belle innovation, ou est-ce que vous êtes un des gardiens du temple et non, la terre battue, c'est ocre, on ne doit pas bouger? Oui, je suis plutôt partisan de ça. Je vous reporte à quelques années en arrière, voire 3-4 décennies, quand les Américains disaient qu'il fallait qu'on ait de la terre battue chez nous pour avoir des joueurs capables de gagner sur terre battue. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Ils ont mis cette terre battue verte qu'on a trouvée totalement dérangeante, qu'on ne voulait pas admettre. Et puis finalement, elle a fait son chemin pour ne pas disparaître, mais bon, elle n'a pas tellement brouillé l'écart. Cette terre battue bleue que Jan Tiriac met en route à Madrid, franchement, je ne l'ai pas vu de très près, donc il m'est difficile de donner un avis. J'écoute et je lis les commentaires. C'est pas forcément vilain. Ce qui me dérange davantage, c'est ce que dit mon fils. C'est-à-dire, lui, il dit que c'est de la terre qui est posée sur du dur. Alors, je ne sais pas d'où vient cette impression, mais si c'est une terre qui est beaucoup plus rapide et voire plus glissante que les terres traditionnelles, là, ça me dérangerait, parce qu'on ne pourrait plus appeler ça un tournoi sur terre battue. Ouais, on peut rappeler quand même que cette terre battue a été mise au point par Gaston Clou, qui était l'ancien patron dans l'entretien des cours à Roland-Garros, donc bon, Gaston, c'est vraiment... c'est ce qu'il fait. Ouais. Voilà, quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc on peut penser que cette terre battue est quand même vraiment pas mal. Stéphane, je te voyais dodeliner. Le logo de Tennis Play est bleu, je le rappelle. Donc vous aviez prévu un petit peu cette nouveauté. Mais il faut revenir en arrière, comme disait Jean-Paul tout à l'heure. Les balles de tennis étaient blanches très longtemps. Elles sont devenues jaunes. À l'époque, je pense que ça avait aussi dû faire scandale. Maintenant, tout le monde pense que les balles ont toujours été jaunes. Ce qui est peut-être plus choquant à Madrid, et c'est ce que Nadal expliquait l'autre jour, c'est que Tiriac a mis en place une autre innovation. C'est ces panneaux de publicité un peu comme au foot, qui sont des sortes de trucs lumineux, des écrans lumineux, qui sont aussi dans une teinte de bleu. Donc quand vous avez en même temps la couche du terrain qui est bleue, le panneau lumineux qui est bleu, là forcément il y a une perte de repères. Après je pense que les pages de fond de course sont aussi bleues. Tout est bleu. Les balles bleues. On se croirait dans un album de Sébastien Tellier. Hier je voyais Youzny jouer qui avait un polo bleu. Ah oui. Bon, c'était Schtroumpfesque. Il a quasiment disparu il faut de tester. l'écran. Et je crois que ce qui choque plus les joueurs, c'est d'avoir été mis devant le fait accompli, de ne pas avoir été vraiment consulté par Thierry. Oui et non, parce que c'est un coup médiatique, juste. Oui et non, parce que tu compares avec les balles blanches et jaunes, ça n'a pas grand-chose à voir. Si tous les tournois avaient une terre battue bleue, on n'en parlerait plus de Madrid. Ça serait un tournoi sur terre battue bleue parmi les autres. Il veut juste être différent, Jan Tiriac. Après, ça fait 2 ans qu'ils font des tests, qu'il y a un cours bleu à Madrid. Ils demandent aux joueurs d'aller tester, d'aller voir, d'aller s'échauffer dessus, etc. Et ils n'y sont pas allés très souvent, etc. Et Jan Tiriac, le
patron du tournoi, bah voilà, il a envie d'avancer, il avait cette idée en tête depuis pas mal de temps, donc là il dit, allez, on y va. Et Thiriac a quand même fait énormément pour le tennis et aussi pour son compte en banque, mais quand même c'est un génie du marketing sportif. Ah bah oui. Indéniablement. Donc attendons un petit peu avant de massacrer cette initiative. En revanche, si comme le dit mon fils, le cours n'est pas de bonne qualité, là ça c'est autre chose. Mais à Madrid, excuse-moi Julien, mais à Madrid, à mon avis, ce qui est plus important que la terre battue bleue, c'est l'altitude, qui peut dérégler pas mal de joueurs à 2-3 semaines de Roland, quoi. Je trouve ça toujours amusant, excusez-moi, je sais que c'est pas un avis qui sera partagé, quand les joueurs sont un petit peu perturbés dans leurs habitudes. Je trouve ça intéressant à suivre en tout cas. Et Rafael Nadal est sans doute le joueur qui a le plus critiqué cette terre battue bleue. Alors c'est vrai que Nadal... De toute façon, il n'aime pas le tournoi de Madrid de toute façon depuis le départ. Oui, mais il n'aime pas qu'on touche à ses habitudes, Rafael Nadal. Je pense que quand il change un meuble chez lui, il doit se ronger les ongles pendant 6 mois. On le voit avec ses petites bouteilles. Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il est blessé ? Il est certainement blessé, mais il va gagner le tournoi de Madrid sans perdre un set, comme il gagnera Roland Garros sans perdre un set. Là, il n'y a aucun débat. On ne fera pas de débat là-dessus d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant quand même de voir des joueurs un petit peu titillés. Alors après, effectivement, je pense que nous on regarde ça d'un point de vue de spectateur, mais les joueurs passer de terre battue rouge classique à bleu et revenir après à Rome sur la terre battue rouge, c'est peut-être un peu gênant. Il y a une dernière donnée qui quand même a son importance. Vous avez parlé de marketing, de publicité, etc. Il y a tout de même en fond de toile l'idée qui avait été proférée par certains présidents de fédération et par Thiriac lui-même que ça serait pas mal que Madrid s'aligne comme un futur grand chelem. Et que, faire la même chose qu'à Roland-Garros, c'est pas possible, parce que, pour essayer de rentrer dans cette idée qui avait été émise, autant faire totalement autre chose. Ils n'ont pas réussi à Key Biscayne, ils n'ont réussi pas davantage à Madrid, mais enfin, c'est dans la voie, quoi. Il faut essayer des choses qui alertent, qui étonnent, etc., pour voir si ce tournoi ne peut pas avoir une surface et une notoriété qui fait qu'il rentrerait un jour dans un 5e tournoi du Grand Chelem. Voilà. Cela dit, quand on regarde globalement les déclarations des joueurs, il y en a plein qui ont trouvé ça très très bien, joueurs et joueuses. Donc il y a quand même eu un accueil plutôt bon. Alors c'est vrai, évidemment, comme Nadal, lui, s'en plaint, évidemment... C'est un souci. Ils ont posé la question à Federer, et il est très suisse, Federer, comme d'habitude. Il n'a pas répondu. Je suis déçu pour Rafa parce qu'il n'a pas l'air d'aimer. Mais lui, il n'a pas donne son avis, donc on ne saura pas. Et qu'est-ce qu'il a, Rafa ? Il y a un truc qui ne va pas bien ? Ah il n'aime pas, Rafa. On a changé ses habitudes. On se charrie tout le temps. Mais d'une manière plus globale, est-ce que le tennis, dans ce monde concurrentiel entre les sports, a besoin de ce genre d'événement aussi pour exister, de ce genre de polémique ? Est-ce que ça fait du bien au tennis ? Le tennis, c'est plus fort que ça. Si on est obligé de faire de la terre battue rose ou bleue ou rouge. On a voulu faire une seule balle de service, on a voulu faire... on va en parler. On va en parler, tout ça. Des carrés de service plus courts. Enfin, on a voulu faire beaucoup de choses. Forger, ça fait des années qu'ils souhaitent qu'il n'y ait plus de ballettes, etc. Ouais. Enfin ça ne change pas grand-chose. On essaye, il y a des choses qui arrivent, c'est le tie-break, enfin voilà. Je trouve plus intéressant d'apporter des innovations comme le Hawkeye que de changer de couleur. Et en même temps, toute la saison sur dur, les cours changent si souvent de couleur. Mais en indoor, c'est pareil. Je veux dire, il y a eu de la terre battue grise, il y a eu de la terre battue verte aux États-Unis. Donc voilà, je trouve que la polémique... on va peut-être bien nous trouver que le rouge qui se détacherait sur le vert de Wimbledon permet de mieux voir la balle. Parce que la balle blanche à Wimbledon, on ne la voyait pas si bien sur l'herbe. La balle jaune se voit mieux. C'est pour ça qu'on est passé au jaune. Voilà, et peut-être que quelqu'un va trouver, qui n'est pas daltonien, Thiriac travaille sur une balle d'une couleur différente pourrait amuser les gens. Et pourquoi pas ? Je veux dire, c'est ce genre de choses. À partir du moment où la balle n'a pas 30 cm de diamètre et fausse totalement le jeu, c'est pas grave. On n'a qu'à jouer avec des ballons de basket, on la verra bien la balle comme ça. Et Nadal, qu'est-ce que... Il gagnera toujours en deçà. Allez mes amis, on va refermer ce dossier et l'on va glisser, comme sur Terre, vers l'effet rétro de Julien. Radio Tennis Play. Julien, cette terre bleue de Madrid t'a donné l'idée d'évoquer quelques-uns des projets qui ont été échafaudés au fil du temps pour moderniser le tennis professionnel. Tout
évidemment, n'a pas fonctionné. Ça, Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas qu'Ion Tiriac qui a eu des idées, il y en a d'autres qui ont eu des idées, plus ou moins saugrenues. Comme le disait Stéphane à l'instant, Ion Tiriac a l'idée d'une nouvelle balle. Alors il a dit, oui, je ne sais pas imiter Tiriac, je vais être ridicule, donc je vais garder ma voix. Je cherche une balle qui serait un peu électrique et pastel, ce qui ne veut strictement rien dire. Électrique et pastel. C'est une idée fulminante. Ce qui ne veut rien dire. Il a pris deux mots comme ça. C'est comme si je vais faire une balle épisodique et fardée. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Mais tout le monde est là. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, ça va changer quoi et tout, alors qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire. Bon, depuis les années 60, effectivement, avant c'était moins le cas, mais depuis les années 60, on cherche des idées pour donner au tennis une autre figure, pour qu'il passe mieux à la télé, pour qu'il soit plus attractif. Alors on avait, avant même le tie-break, vous vous souvenez de ça sans doute, Jean-Paul, essayé de mettre en place des matchs avec seulement un set de 10 jeux. 10 jeux. Un set et 10 jeux. Ça n'a pas marché. On changeait même de partenaire au bout d'un certain nombre de points. Et il y a eu les matchs aussi où on comptait les points comme au ping-pong, fini les 15-30, les jeux et tout ça, et on faisait des matchs d'une demi-heure et on regardait lequel avait gagné le plus de points à la fin. Donc il y avait des scores comme 98 à 63 par exemple à la fin des années 60. Ce qu'on peut faire à l'entraînement par exemple. Ce qu'on peut faire à l'entraînement, mais ça n'a pas beaucoup marché. Après il y a eu le tie-break, révolution, là ça a marché, ça a été appliqué très rapidement et vite ça s'est généralisé. Fait dans la douleur, quand même, hein. Ça s'est fait dans la douleur, on ne veut pas de ça, c'est un autre sport que le tennis, disait l'un des 4 mousquetaires, je crois que c'est René Lacoste ou Henri Cochet. Donc ça s'est fait dans la douleur et puis finalement ça a été accepté. Il y a eu un chef-d'œuvre en 80 avec McEnroe et Borg, match que vous pouvez voir sur Tennis Play, qui a calmé tout le monde. Et là on a compris que le tie-break était une grande invention. Cela dit, il y a eu plusieurs idées pour le tie-break. Il y a eu une sorte de mort subite avec le tie-break en 9 points, 4 partout, balle de match pour les deux joueurs en même temps, sur le même point, extraordinaire. Ça non plus, ça n'est pas resté. Début 70, alors là ça rejoint les couleurs. On avait demandé aux joueurs de porter des couleurs flashy. La télévision couleur commençait à émettre aux États-Unis et les laveurs, les Rosewall portaient des polos extrêmement colorés. Ça tranchait avec le blanc de Wimbledon, notamment à Dallas. Philippe Chatrier, un petit peu plus tard, avait envisagé la suppression de la première balle de service dans les années 80 ou de la seconde, en tout cas, de ne faire qu'une seule balle. Évidemment, aucun joueur ne voulait de ça. Tout le monde était terrifié. Les McEnroe, tous les grands attaquants, évidemment, ont eu très peur. On voulait relever le filet aussi. Enlever le filet. Relever le filet, d'accord. J'ai compris, enlever le filet, pourquoi pas. Non mais... Une soirée arrosée, une soirée arrosée, Jean-Paul Lotte, Philippe Chatrier, un petit verre de vin. On enlève le filet. Et pourquoi pas, dans les années 90, plus près de nous, on avait envisagé des sets à 4 jeux. Oui. Pour raccourcir la durée des matchs. Pourquoi pas supprimer carrément le tennis? Dans ce cas-là, on arrête tout, comme ça c'est encore plus efficace. Ça ne s'est pas fait. Le no-ad qui est en vigueur dans les compétitions de jeunes ou dans les trophées des légendes, ou parfois en double, on supprime l'avantage et à 40 partout, il n'y a plus qu'un point pour terminer le jeu. Le super tie-break qui est appliqué dans certains tournois, chez les vieux, ou en grand chelem, en mixte ou en double junior. Également, à Metz en 2005, on tente des sets de 5 jeux en double. Ça n'a fait qu'une année. Ça a été abandonné après. Il y a eu la suppression de la ballette au service qui a été envisagée, vous le disiez, Jean-Paul. Et on y revient de temps en temps. On relance ça sur le tapis. C'est un serpent de mer. Cela dit, on ne gagne pas beaucoup de temps en supprimant la ballette, si c'est pour gagner du temps. Si l'idée de base est celle-là. Je suis assez d'accord avec Forger parce qu'il y a un certain nombre de balles nettes qui ne le sont pas, qui sont annoncées comme nettes. Et si on appliquait la règle du let it go, c'est-à-dire jouer quand la balle touche le filet, c'est d'autant plus simple. Ça ne fait pas une grande différence. C'est anecdotique quand même. Oui, c'est pas très grave, mais enfin bon, si on le faisait, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà la liste. Jean-Paul rajoutait quelque chose que je ne savais pas, changer la hauteur du filet. La taille des coups, la taille du carré de service aussi. Absolument, oui, on voulait raccourcir le carré de service pour que la première balle des très grands serveurs, et quand je parle des très grands, c'était une question de taille des joueurs. Parce qu'on pensait que lorsqu'arriveraient des joueurs, à l'époque c'était Amaya qui faisait 1m95, qui, avec le bras et la raquette développaient à peu près 2,80 m de hauteur, qu'ils étaient très avantagés lorsqu'ils jouaient contre des Jiménez qui à l'époque faisaient largement la taille de Rocus. Ouais. Donc on avait dit, si on raccourcissait un peu le carré de service, ça permettrait pour tous ces très grands joueurs, ne plus avoir un exorbitant avantage. Et puis ça a été laissé aussi dans les oubliettes.
Voilà, donc tout le monde a des petites idées pour ça. On pourrait signer un pacte tous les quatre. Je pense qu'on va être d'accord sur ce qu'il faudrait changer aujourd'hui pour rendre le tennis plus attractif. Plus de serviettes, plus de balles tapées. Interdire de faire rebondir la balle plus de 5 fois. Et plus de serviettes éponges. Avant de servir. Et plus de serviettes éponges. C'est vrai que c'est une mode extrêmement récente. Ça, hein. Dans l'histoire globale du tennis, faire rebondir la balle avant de servir, ça date des années 70. On a toujours fait rebondir, mais une fois. 2 fois, mais pas parfois 35 fois. Parfois 0. Djoko arrive à quoi, 17? On arrête de compter. 35 par moment. 70, 80. Non, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Julien, merci. Allez, on va tout de suite sauter au tweet de la semaine. Radio Tennis Play. Et l'on va revenir quelques instants sur Benoît Paire, justement parce qu'il entretient une correspondance assez soutenue avec son camarade suisse Stanislas Wawrinka. Donc la semaine dernière, à Estoril, Wawrinka était en demi-finale, et donc Benoît Paire en finale à Belgrade, et donc toute la semaine ils se sont échangés des petits mots. Bon, je vous lis juste un extrait, sinon vous allez sur Twitter et vous allez pouvoir lire la conversation des deux amis. Donc il s'appelle Mito, hein, chacun, merci, voilà. Donc Paire à Wawrinka, merci Mito, donc il le félicite pour une victoire. Ça t'amuse de découper tes adversaires, si je comprends bien, bravo, et fais péter la demi, bisous. Ce à quoi l'autre répond, Mito, tu déroules. Eh dis donc, faut pas balancer le premier set demain. Fais plutôt un échauffement d'avant-match. Voilà. ça résume tout. Oui, c'est assez bien vu. Wawrinka a bien cerné la personnalité de Benoît Paire. J'ai bien aimé aussi l'humour anglais d'Andy Murray. Le Britannique qui est blessé a déclaré forfait à Madrid et il était à Londres ce lundi. Et Murray a été de passage à Wimbledon. Il a fait un petit saut sur le central. Il est allé dans la boxe royale. Et là, il a pris une photo du court central qui est magnifique, qui est superbe. Il n'y a pas le filet. Le gazon est splendide. Tu vois, moment de grâce absolue. Et donc, il a mis la photo en ligne et puis il a écrit « Voici le court le plus connu du monde ». C'est évidemment plein de sous-entendus par rapport à Madrid, Wimbledon étant le tournoi le plus attaché aux traditions. Et ce ne sont pas les membres du All England and Croquet Club qui se lanceraient dans des innovations farfelues. Radio Tennis Play. Et nous voici, mes amis, à l'heure du quiz. Voilà. Tremblez, chers amis. Qu'est-ce qu'il me regarde déjà comme s'il mais savait que je ne savais pas. Mais non, parce que justement, quand je fais mes questions, je pense à Jean-Paul. Alors, en s'imposant il y a une petite dizaine de jours à Bucarest, Gilles Simon a remporté son 10e titre ATP, ce qui en fait le 3e meilleur joueur français en termes de tournois remportés dans l'Air Open, derrière Yannick Noah, 23 titres, et Guy Forget, 11. Je vous propose donc cette semaine un quiz sur ce thème des vainqueurs français sur le circuit masculin. Vertu Dieu. Voilà, une facile pour commencer. Combien de finales a disputé Cédric Pioline avant de remporter son premier titre? 7. C'est plus. 77. C'est moins. Une série catastrophique. Série noire. Oui, Stéphane, c'est 9. 9 finales perdues avant de remporter son premier titre. Vous voulez que je vous les liste? Oui, rapide. Allez, Lyon, Bolzano, Toulouse, US Open, Monte-Carlo, Long Island, Marseille, Zagreb. Et en 1996, après toutes ces finales perdues, il remporte un premier titre à Copenhague. Ça fait 5 parce que l'US Open, Monaco, etc. Oui, tout ça, mais bon, ça faisait sûr, des finales perdues. Voilà, il en a ensuite remporté 4 autres, quand même, Cédric Pioline, dont le Masters 1000 de Monte-Carlo. La suivante est assez corsée car complètement piège. Quel joueur a le meilleur rapport victoire-défaite en finale dans les tournois ATP? C'est un gars qui en a joué qu'une de finale. Joueur français Oui. Qui a le meilleur rapport en finale Frédéric du tournoi Fontan ATP? Non. Golmar. Non. Il faut y penser. Hein. Il faut y penser. Alors, on va ressortir un vieux de la vieille, Jean-Paul. Et c'est ça ce qui est très étonnant, c'est que ce joueur n'a joué évidemment qu'une finale et il l'a gagnée. Et en fait, c'est le seul joueur français à n'avoir joué qu'une finale. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont joué au moins une finale, ils ont joué au moins ouais. joué 2. Et lui, cette finale, il a gagné. Un circuit principal ou... Ah oui. La décennie, on peut avoir la décennie quand même. Ah oui, Ah oui, s'il te plaît. 2000. Dans les années 2000. Serra? Non. Non. Jiquel? Non, Non. il y a plus d'un tournoi. Serra. Bouter? Non. Bouter, oui. Ah, pas mal. Vous approchez un peu. Allez, il a battu André Agassi à Roland-Garros.
Jérôme Hénel. Absolument, Jérôme Hénel en 2004 ouais. au tournoi de Metz. Et donc c'est la seule C'est finale. un bourgeois. Voilà, c'est la seule finale qu'il a disputée. Qui est alsacien aussi. l'Alsace. Allez, choucroute pour tout le monde. Allez, c'est parti. Voilà, il avait battu en finale Richard Gasquet. Mais si on met ce cas qui est à part, qui est vraiment exceptionnel, c'est Gilles Simon qui est le meilleur. Dans les rapports victoire, finale et tournoi remporté, 10 titres en 12 finales, 83% de réussite, c'est quand même pas mal. Alors une question pour Jean-Paul. Quel est le premier joueur français à avoir remporté un titre ATP dans l'Air Open? Premier français à avoir Goven? Non. Darmon? Non. C'est Goven Chanfraud. C'est Goven, c'est pas Geoffrey parce qu'il a. C'est possible que ce soit Geoffrey. C'est François Geoffrey en 1969 à Buenos Aires. Oui, il allait jouer Barranquilla, Buenos Aires. Oui, c'était ses tournois, François. Oui. Exact. C'était difficile. C'était difficile, mais bon, c'est pour enrichir votre culture générale tennis, les amis. Radio Tennis Play. Merci à vous trois, merci à Benoît Paire qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Merci aux équipes de RTL et de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV que tu suis évidemment, ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine, c'est très simple puisque c'est Madrid. Masters 1000 à suivre sur Orange Sport pour les messieurs, et sur Eurosport pour les dames. Et puis, vous pouvez toujours aller à tout moment sur Tennis Play, canal 140 de la Freebox, et sur le web, afin de vous régaler de tennis d'hier et d'aujourd'hui. Et il commence à y avoir quelques sacrés matchs de Roland-Garros. Allez, rendez-vous la semaine prochaine avec Roland-Garros qui approche de plus en plus. Et on parlera du tournoi de Rome la semaine prochaine. Car pour aujourd'hui... C'est fini, Michel! C'est fini!